Bienvenue dans l'Africa Newsroom en cette semaine consacrée aux partis politiques. Le dossier du jour s'intéresse au rapport que ces partis entretiennent avec la société civile. Et au sommaire également de cette émission, le Cameroun compte consacrer 30 milliards et demi de francs CFA pour le maintien de la paix en Centrafrique. Robert Mugabe, président du Zimbabwe, est désormais autorisé à voyager en Europe. Une autorisation qu'il doit à son nouveau poste de président en exercice de l'Union africaine. Et en troisième partie, nous nous intéressons à la mise en place d'un marché africain commun, un projet qui tend à se concrétiser mais qui fait face à de nombreux obstacles, et aussi à Madagascar qui ambitionne de moderniser ses infrastructures routières, véritable facteur de développement économique. Ils sont avec nous pour en parler. Notre invité, journaliste Malik Acher, bienvenue. Bonsoir Amira. Daoud Attal. Bonsoir Amira et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et Samuel Gambok. Samuel, bienvenue. Bonsoir Amira. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le président camerounais Paul Biya entend consacrer plus de 30 milliards de francs CFA au titre de la participation de son pays au maintien de la paix en Centrafrique. Une décision qui intervient alors que le Cameroun consacre déjà une bonne partie de ses dépenses militaires à la lutte contre Boko Haram. Le point tout de suite avec ce sujet d'Aminata Diak. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, va consacrer plus de 30,5 milliards de francs CFA au projet de participation de son pays aux opérations de maintien de la paix en République centrafricaine. Il vient d'habiliter son ministre de l'économie, Emmanuel Djoumessi, à signer avec le groupe bancaire Commerce Bank une convention financière dont le montant sera entièrement destiné à son voisin. C'est une contribution majeure, historiquement importante, parce que le Cameroun, si mes souvenirs sont exacts, n'avait pas fait un geste aussi impressionnant dans un délai aussi court. Dans l'annonce du président de la République montre très bien que le Cameroun veut continuer à être présent sur la scène régionale, notamment sur les questions de paix et de sécurité. Je pense que cela correspond aussi à l'idée que le président de la République lui-même se fait de sa gouvernance au Cameroun. C'est quelqu'un qui a toujours voulu que l'on retienne qu'il est celui qui a apporté la paix, la démocratie et la consolidation de la sécurité au niveau national. Pour certains analystes, le Cameroun a toujours joué un rôle important dans le maintien de la paix et de la sécurité au niveau régional. Cependant, cet engagement mériterait d'être consolidé, notamment dans le contexte actuel de lutte contre les islamistes de Boko Haram. Il faut aussi y voir les ambitions qui sont définies depuis quelques semaines par rapport à la lutte contre Boko Haram. Le Cameroun a été viscéralement critiqué au cours des dernières décennies pour son absence de diplomatie militaire efficace, notamment sa participation effective sur les théâtres de conflit, que ce soit dans la région ou sur le continent. Donc je pense que c'est un moyen de rattraper ce gap, de rattraper ce retard que le Cameroun a accumulé par rapport à d'autres pays qui paraissent beaucoup plus actifs comme le Tchad. Donc c'est un signal fort adressé à la communauté régionale, mais aussi à la communauté internationale, parce qu'il faut bien voir aussi les enjeux en termes de leadership qui vont se poser. Rappelons que depuis 2008, le Cameroun participe à la mission de consolidation de la paix en Centrafrique à travers un contingent de 107 éléments. Il a également envoyé 837 militaires et policiers en juin 2013 sur le théâtre des opérations dans le cadre de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite de l'Union africaine. Et depuis 2014, le général de division camerounais Martin Chomou gère le commandement de la mission internationale de soutien à la Centrafrique placée sous l'égide des Nations Unies. Malik, on peut parler d'un beau geste de la part du Cameroun. C'est une très bonne décision qu'a prise le Cameroun, parce que la stabilité de la Centrafrique, c'est aussi la stabilité pour les autres pays de la région. Si vous avez la Centrafrique encore instable, ça risque de contaminer tous les pays de la région. Le Cameroun a bien fait. Je pense que le Cameroun a brisé un tabou, je pense, en essayant d'avoir une coopération entre les États, impulser une coopération entre les États, avec la Centrafrique, mais aussi avec le Tchad et avec moins avec le Nigeria, mais surtout avec le Tchad et la Centrafrique. Et je pense que
la stabilité passe par une coopération entre les États et je pense que le Cameroun a bien compris cela. Daouda, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun fait figure un peu d'exemple dans sa responsabilité, dans son engagement en faveur de la stabilisation sécuritaire dans la sous-région? Je fais illusion, bien évidemment, à la Centrafrique, mais aussi à la lutte contre Boko Haram. Tout à fait, Amira. Je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun donne le bon exemple. Mais je pense qu'il était temps également. J'ai envie de dire qu'il était temps. Sur la Centrafrique, d'un côté, moi, mon analyse, c'est à deux niveaux. D'un côté, le Cameroun est frontalier de la Centrafrique. Donc, à l'est du Cameroun, on sait très bien qu'il y a des réfugiés qui arrivent aussi provenant de la RCA. Et c'est tout. Je pense que le Cameroun a intérêt à s'occuper justement de ce conflit qui, comme vous le dites, peut contaminer à plus grande échelle l'Est du Cameroun. Mais son engagement dans ce conflit ne date pas d'aujourd'hui, étant donné justement que ce général qui dirige la MINUSCA, qui est camerounais, ça montre aussi que le Cameroun est assez engagé dans cette lutte. Maintenant, je pense que aussi ça lui permet de redorer son blason à l'échelle régionale, étant donné que pour Boko Haram, au Nigeria, on sait tous, on en a parlé, on sait que les pays autour ont eu du mal à se mettre d'accord sur une stratégie commune et sur une force commune. Heureusement que le sommet de l'Union africaine a permis de sauver les meubles, comme on dit, avec une annonce de 7500 hommes et une intervention avec une force spéciale qui sera soumise aux Nations Unies. Donc là, je pense que le Cameroun est en train en tout cas, d'activer sa diplomatie et de montrer bonne figure dans l'espace régional, et c'est une très bonne chose pour la stabilisation de cette région. Alors Samuel, pour parler plus précisément de la situation en Centrafrique, les combats continuent, il y a des milliers de déplacés et de réfugiés. Est-ce qu'on se dirige vraiment vers une sortie de crise? Oui, on se dirige vers une sortie de crise si on prend en compte l'intensité des hostilités au début du conflit. On remarquera très rapidement que cette intensité a fortement diminué quand même. Mais malgré tout, il existe encore des pesanteurs d'ordre sécuritaire importantes, notamment en termes de disparité territoriale. Il y a des zones qui restent enclavées. Il va falloir absolument désengorger ces régions, désenclaver ces régions pour permettre le processus, pour renforcer le processus de stabilisation et participer nettement aux élections présidentielles qui devraient être organisées. Mais des défis en termes de reconstruction restent importants. Et je pense que la contribution financière du Cameroun vient justement apporter un contenu dans ce sens-là. Je pense que si les autres États de la sous-région arrivent à apporter aussi une contribution financière importante, ça pourrait peut-être renforcer le processus de consolidation de la paix en Centrafrique. Maintenant, il faut voir comment les choses vont se structurer du côté de la lutte contre le terrorisme. Il faut prendre en compte les effets néfastes sur le plan économique au niveau national, non seulement au niveau du Cameroun, mais aussi au niveau des autres pays, et voir dans combien de temps cela sera important ou menaçant pour la stabilité régionale. Si les États arrivent à contenir la menace très rapidement, je pense que les efforts de la région seront consacrés à la stabilisation post-conflit en Centrafrique. Ils lui auront refusé le visa jusque-là, mais les Occidentaux sont à présent bien obligés de laisser le président Robert Mugabe voyager en Europe. L'Union européenne a en effet annoncé ce mardi que le président du Zimbabwe sera autorisé à se rendre dans l'Union européenne, et ce malgré les sanctions qui le lui interdisaient jusque-là. La présidence de l'Union africaine remet donc sur la scène internationale un président qui est loin de faire l'unanimité. Aminata Diak. Le président zimbabwéen Robert Mugabe est de nouveau autorisé à voyager en Europe. L'annonce a été faite ce mardi 3 février par l'Union européenne. Cependant, cette mesure temporaire s'applique uniquement dans le cadre de sa nouvelle fonction en tant que président en exercice de l'Union africaine. Monsieur Mugabe est visé par une interdiction de voyager. Mais cette interdiction sera levée quand il se déplacera en sa qualité de président de l'Union africaine. Pour certains spécialistes, la décision de l'Union européenne relève d'une démarche diplomatique ordinaire et consiste à entretenir les bonnes relations avec l'Afrique. La décision de l'Union européenne d'autoriser à Robert Mugabe de voyager en tant que président de l'Union africaine m'apparaît comme
une décision politiquement correcte en quelque sorte. Comme l'Union européenne est un partenaire important de l'Afrique et l'Afrique est un partenaire important de l'Union européenne, effectivement, l'Union européenne ne pouvait pas se priver justement de continuer à avoir des relations institutionnelles officielles. Et le distinguo est assez subtil de la part de l'Union européenne. Ce n'est pas en tant que président du Zimbabwe, mais président de l'organisation continentale. Donc, d'un côté, l'Union européenne sauve la face, de l'autre aussi, on sauve la face de l'Union africaine et on continue à maintenir de bonnes relations entre les deux institutions, les deux continents. Même si l'Union européenne a commencé à normaliser ses relations avec le Zimbabwe en 2013, levant la plupart des sanctions qui étaient imposées depuis 2002, elle a toutefois maintenu l'inscription du chef de l'État zimbabwéen et de son épouse Grace Mugabe sur une liste noire de personnalités interdites de visa pour l'Europe, une décision qui l'avait poussé en avril 2014 à boycotter un sommet UE-Afrique à Bruxelles, malgré une invitation européenne spéciale, car un visa avait été refusé à la première dame du Zimbabwe. Daouda, la règle voulait que ce soit Robert Mugabe qui prenne la tête de l'Union africaine puisqu'il s'agit d'une présidence tournante. Mais au-delà de cette règle, qu'avez-vous pensé de cette nomination ? Au-delà de la règle, je pense que la nomination, de toute façon, fallait la faire. Maintenant, c'est Robert Mugabe, c'est une personnalité controversée, notamment à cause de ses politiques d'indigénation, on va dire, d'appropriation des terres, qui étaient finalement complètement impopulaires sur la scène internationale, notamment les entreprises qui valent plus d'un demi-million d'euros, des efforts qu'il leur demandait, etc. On sait que il dirige un pays depuis 35 ans, avec la corruption, etc. Bon, maintenant, moi, j'ai jamais douté sur le fait que Robert Mugabe va quand même porter assez haut les couleurs de l'Union africaine. Je vois pas que c'est quand même un panafricain. Maintenant, le problème, ce sera au niveau de son discours. Comment est-ce qu'il va être encadré au niveau de son discours pour ne pas, on va dire, vexer les partenaires historiques? C'est tout là l'enjeu. Mais je pense que la situation commence à se décanter parce que même au niveau de son pays, le Zimbabwe, l'Union européenne, dans le cadre de la programmation du 10e FED, le Fonds européen de développement qui finance les pays Afrique, Caraïbes, les pays ACP, l'aide est de retour au Zimbabwe. L'aide qui avait été gelée par l'Union européenne, cette aide est de retour aujourd'hui. Donc je pense que l'Union européenne est en train quand même d'arrondir les angles avec Robert Mugabe et son pays. Et cette autorisation, en tout cas, qui lui est donnée dans le cadre de sa mission en tant que président de l'Union africaine de pouvoir voyager en Europe, c'est une bonne chose. Et je ne vois pas comment l'Union européenne aurait pu faire. Mais pour revenir sur votre question, moi j'ai pas de doute sur le fait que Robert Mugabe va défendre l'Afrique malgré qu'il soit une personnalité. Malgré sa réputation. Exactement. Alors justement, Malik Daouda le disait, un président très controversé, Robert Mugabe, est-ce que son mandat risque-t-il de nuire à l'Union africaine ? Pour en revenir à la question, déjà, est-ce que c'est une bonne nomination? Moi, je pense que c'était un mauvais signal renvoyé aux Africains et à la communauté internationale, parce que Robert Mugabe est quand même mis au banc de la communauté internationale. Maintenant, quel est le discours qu'il va tenir aux partenaires internationaux? C'est cela, parce que quand on regarde son premier discours, quand il a accédé au sommet, enfin à la présidence de l'UA, c'était « je vous remercie », rapidement, hein, je schématise, hein, c'est « je vous remercie de la confiance que vous m'accordez » et cela témoigne de la confiance que vous accordez au gouvernement du Zimbabwe. Je ne suis pas sûr qu'il portera les valeurs de démocratie, les valeurs qui... Finalement, la charte de l'UA, c'est prôner des valeurs de démocratie, prôner des valeurs d'alternance démocratique au sein des pays africains. Et quand on regarde le parcours de Robert Mugabe, c'est tout le contraire. Donc il n'est pas le seul en Afrique. C'est pas le seul, mais je pense qu'à un moment donné, il faut impulser un mouvement. Et la nomination de Robert Mugabe, à mon sens, n'est pas un bon signal. Maintenant, j'attends les actes derrière le discours, parce que je me dis, avec les partenaires internationaux, est-ce que Robert Mugabe va changer de discours? Parce qu'il n'a pas changé de discours depuis 30 ans. Hein. Il est toujours dans cette rengaine de, voilà, les malheurs de l'Afrique ne sont pas liés aux Africains, mais à cause des Occidentaux. Et j'espère qu'il changera de discours
Je suis pessimiste. Je suis pessimiste. Oui, Samuel, comme disait Malik, ça peut être un discours très dangereux quand on voit à quel niveau les Occidentaux financent le budget de l'Union africaine. Oui, son discours et ses prises de position auront très certainement un impact sur les négociations entre l'Union européenne et l'Afrique. C'était un piège diplomatique qui était tendu aussi à l'Union européenne, qui a très habilement répondu à ce piège-là. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est comment l'Union européenne va se comporter par rapport à cela. Quels seront les leviers sur lesquels l'Union européenne va s'appuyer pour répondre diplomatiquement aussi au continent. Enfin, le premier levier à actionner pour l'Union européenne, c'est les financements qu'elle injecte. Absolument. Il y a des financements, il y a les financements qui vont dans toutes les directions. Il y a le financement du fonctionnement de l'Union africaine, le financement des opérations de maintien de la paix, le budget fait du Fonds européen de développement qui permet de financer les programmes de développement non seulement à l'échelle continentale, mais aussi au niveau des programmes stratégiques de coopération bilatérale entre l'Union européenne et les États. Donc je pense que c'était un choix qui correspondait certainement au règlement intérieur de l'Union africaine, aussi à la gouvernance africaine, mais je pense que l'on n'a pas suffisamment mesuré l'impact diplomatique et les effets économiques que ce choix pourront porter pour le continent dans les années à venir. Alors, Daouda, moi, je voulais savoir par rapport aux Zimbabwéens, qu'est-ce que ça va leur apporter? Parce qu'on parle d'un pays qui n'utilise même pas sa propre devise, un pays dont la précarité est très, très, très visible, un président qui est maintenant président de l'Union africaine. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur la population? Moi, je ne crois pas. Déjà, bon, comme vous le dites, hein, la monnaie au Zimbabwe est ne vaut absolument quasiment rien du tout, en fait. Et je pense que ça ne va pas leur apporter grand-chose. Maintenant, ça va peut-être faire renaître une polémique sur toutes les politiques impopulaires de Mugabe. Mais sur la question je voudrais revenir un petit peu sur la question de la démocratie. C'est clair que Robert Mugabe, le Zimbabwe, c'est un pays corrompu. La population vit difficilement. Il y a eu des violences et tout ça. Ça, il ne faut pas le nier. C'est clair et net. Mais c'est quand même un homme politique qui est très, très intelligent, j'ai l'impression. Qui a une forme d'intelligence qui fait que au moment où il a 90 ans, 91 ans, il a quand même modifié la constitution de son pays pour instaurer la limitation des mandats à 2 mandats depuis très récemment. Mais aujourd'hui, c'est des détracteurs qui vont lui dire « Ouais, mais vous êtes resté au pouvoir depuis 35 ans et dans votre pays, il va leur dire « Dans mon pays, moi, il y a la limitation des mandats dans la Constitution, comme au Burkina Faso, comme ailleurs. » Et ça, il faudra apporter une réponse subtile. Mais j'espère simplement que cette nomination ne va pas porter atteinte aux intérêts de l'Union africaine et aux intérêts du Zimbabwe aussi, pour revenir sur votre question. Merci Daouda, ce sera le mot de la fin puisque c'est la fin de cette première partie. Nous allons marquer une courte pause, on se retrouve très vite pour le dossier du jour consacré aux relations parfois complexes entre les partis politiques et la société civile. À tout de suite.